Kherson, 3 jours après la libération de la ville, regardez, le président Zelensky est venu ce matin. Regardez les premières images de cette visite du président Zelensky, toujours habillé en kaki. Il n'a pas quitté cette couleur depuis le 24 février. Il était allé à Izium, il était allé dans un certain nombre de villes libérées, mais Kherson, c'est un moment d'histoire de cette guerre particulière et il est venu ce matin. Il a dit quelques mots, on reviendra sur sa déclaration. Notre invité, voilà, il fait coucou, regardez, aux habitants qui ont retrouvé leur liberté. On a vu les images de Liesse. Bonjour Paul. Bonjour. Paul Larotero, vous êtes bienvenu bien sûr. C'est tout et Paul. Et l'invité ce matin, c'est Louis Saillant. Oui. Bienvenue Louis Saillant. Soyez le bienvenu. Attention à la marche. Vous êtes ancien capitaine dans les forces spéciales. Ça va être très intéressant. Oui. De contextualiser les conditions de la visite du président Zelensky dans cette ville dont on disait qu'elle pouvait être très piégée. Paul. On a beaucoup de chance de vous accueillir. Je précise quand même que Louis Saillant n'est pas votre vrai nom. C'est un pseudo pour la sortie de votre livre qui s'appelle Chef de guerre. Vous avez fait partie de ce qu'on appelle dans l'armée le premier cercle des forces spéciales. Vous avez porté un béret vert, celui des commandos marines, pendant plus de 10 ans. C'est très précieux pour nous de vous avoir ce matin en plateau pour vous demander votre regard sur les images que vient de vous montrer Elisabeth. On vient de les recevoir à la seconde. Le président Zelensky à Kherson. Est-ce que ce n'est pas militairement une énorme prise de risque ? Si, je pense qu'il y a une énorme prise de risque dans la mesure où le terrain est encore est pas encore complètement déminé. Je pense qu'il est possible qu'il y ait encore une présence russe non loin. Donc effectivement, il y a aussi un coup d'audace, il y a un coup politique derrière qui est très fort, qui est le fait de dire, regardez, cette grande ville, qui est la ville de Kherson, qui devait être prise en plusieurs jours, semaines, voire plusieurs mois, selon certains experts militaires, a été prise en quelques jours, très rapidement. Kherson, il faut le rappeler quand même, c'est vraiment, il est à 1 ou 2 kilomètres de la ligne de front, juste de l'autre côté du fleuve, quoi. Oui. Voilà, on le voit sur la carte. Là on voit la Crimée plus au sud, mais vraiment, les forces russes, là, vraiment, sont à côté, quoi. C'est-à-dire que concrètement, il est à portée de tir, vraiment. Exactement. Là, en plus, vous avez mis le doigt sur un sujet extrêmement sensible. C'est le rapprochement de ces unités artillerie qu'on pourrait imaginer, avec notamment les lance-roquettes multiples qui ont été livrées aux Ukrainiens, avec des munitions spéciales livrées par les Américains, qui peuvent augmenter leur portée à 80 km. Donc, vous prenez d'une part les Ukrainiens qui manient des lance-roquettes multiples à 80 km de portée. 80 km. 80 km. Donc, vous couvrez toute la péninsule en fait, de la Crimée. Et d'autre part, du renseignement... Comprenez un tout petit peu de temps, excusez-moi pour comprendre. C'est un lance-roquette à l'épaule ? Non, c'est des lance-roquettes multiples, donc c'est des grands camions qui se baladent avec... c'est ce qu'on appelait les orques de Staline à l'époque. Vous avez cette image qui se braquent à 90 degrés de l'axe du camion et qui tirent. Alors, ça a augmenté d'une capacité de renseignement que pourraient livrer les Alliés, notamment. Vous imaginez bien les dégâts qu'on peut faire avec le pilonnement de sites logistiques, d'infrastructures, etc. Alors j'ai une petite question parce qu'on a évoqué évidemment le piégeage de la ville de Kherson, une ville minée. Le général Yakovlev, il y a quelques minutes sur le plateau de LCI, disait qu'il ne croyait pas à cette hypothèse d'un piégeage par les forces russes. Et vous ? Alors ça consiste, disait-il, par exemple, on ouvre une trappe pour prendre un câble et hop, ça explose tout de suite. Il y a d'un côté les mimes et puis il y a d'autre part le piégeage. Alors, évidemment, mortellement. Le piégeage, c'est quelque chose de très générique qui recouvre effectivement les mines antipersonnelles, les mines anti-chars, anti-véhicules. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain savoir-faire à avoir pour poser ce genre d'équipement, puisque par exemple, vous prenez une mine anti-char, il faut pouvoir la poser dans le sol. Si votre sol est en bitume, vous allez avoir du mal à la poser, sauf si c'est quelque chose de déporté que vous pouvez poser sur le côté. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat à mettre en œuvre, parce qu'il faut le camoufler, le mettre au bon endroit, qu'il y ait un système de déclenchement qui soit adapté. Et tout ça, ça demande quand même un savoir-faire assez précis. Je ne suis pas sûr que les Russes aient démontré cette capacité, disons, de manière... Alors, ils ont cette capacité, mais depuis le début du conflit, on n'a pas vu beaucoup de situations où ils mettaient en œuvre cette capacité. Donc, ce serait une première qu'ils le mettent en œuvre à Kherson. Voilà. 2 équipes LCI et TF1 sont sur place à Kherson depuis ce week-end. On va d'abord voir un court extrait du reportage de Benoît Cristal avec Paul Bouffard et Basile Bonne. Basile Bonne, c'est la liesse, mais également la découverte à nouveau de la torture russe. L'hymne national ukrainien de retour à Kherson. Il était interdit lorsque les troupes russes occupaient la ville. Une violence inouïe s'est abattue sur les habitants qui ne voulaient pas travailler avec les autorités russes. Une rééducation sous la torture qui aurait eu lieu notamment dans cette prison
aux abords de la ville. Et le récit de cette voisine est accablant. J'entendais les hurlements des gens torturés, sans arrêt. C'était des cris inhumains. Il y avait aussi des femmes, et dehors, un camion de la morgue, parce qu'ils torturaient certains prisonniers jusqu'à la mort. Et c'était tous les jours? Une réaction? Effectivement, c'est quelque chose qui malheureusement a lieu dans beaucoup de conflits, hein. Les tortures, c'est quelque chose qui est assez fréquent. La limite, c'est très ténue parfois entre les conditions de détention normales de prisonniers, le traitement normal de prisonniers, et le début d'une torture, ne serait-ce que la torture psychologique. C'est très difficile de définir exactement quand est-ce qu'on arrive à la torture psychologique. Et la torture physique, donc je n'en parle même pas. C'est encore un domaine dans lequel malheureusement beaucoup de pays sont tombés. Mais tristement, ça ne me surprend pas. Je vous vois regarder dans le retour de votre écran. À nouveau, ces images, elles sont vraiment, c'est plus que l'image du jour. C'est vraiment le président Zelensky qui se rend il y a quelques instants à Kherson. Vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'il est très entouré, que les hommes autour de lui ont l'air plus qu'aux aguets. C'est ça. Alors, il y a un contraste, ce que vous voyez? Il y a un contraste assez intéressant entre le président Zelensky, son personnel autour, et le personnel de sécurité qui lui tourne le dos, comme le font très souvent les gardes du corps. Ils sont tous équipés, on voit, ils sont masqués, ils sont très bien équipés d'ailleurs, mais on sent que même si le président Zelensky est assez souriant, sympathique avec la population, on sent que le personnel autour est assez aux aguets. Donc je pense qu'ils ont dû être briefés pour ça, et je pense que le niveau de menace n'est clairement pas à zéro. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Est-ce que vous pensez que sous son énorme doudoune, il a un gilet pare-balles, Zelensky? Oui, c'est tout à fait possible. Oui. Oui, là, sous une doudoune, vous pouvez planquer beaucoup de choses, dont un gilet pare-balles, parmi les plus gros, les classes 4, qui peuvent en bloquer de la 7,62. C'est quoi? C'est la munition classique de Kalachnikov, c'est de la 62 par 39, avec des possibilités perforantes, etc. Et on sait que les Russes ont beaucoup de Kalachnikov, ils l'ont même inventé. Exactement, exactement. Est-ce que ça vous inspire autre chose? Je précise que ces images sont en léger différé, qu'après il était ce matin, mais que ce n'est pas en direct. On imagine qu'il est reparti, on ne sait pas exactement. Est-ce que ça vous inspire On ne autre sait pas chose? combien de temps a duré. Voilà, on ne sait pas combien de temps, on a pensé qu'elle était très brève, la visite. Non, mais est-ce qu'il s'est déplacé à divers endroits? De toute façon, les choses se savent après. Oui, bien sûr, bien sûr. Visite, hein. Par sécurité, alors ça, il faut savoir, c'est des itinéraires. Alors, c'est des visites qui sont la procédure est très codifiée, en règle générale, en tout cas dans les forces occidentales. Quand vous faites une visite de personnalité comme ça, la visite, il y a plusieurs itinéraires, et personne ne connaît l'itinéraire jusqu'au dernier moment. Et encore, il n'y a que les gens qui doivent la connaître, les forces de police locales, je pense, par exemple, qui peuvent très bien ne pas avoir été informés jusqu'au dernier instant de la visite par sécurité pour l'itinéraire. Au-delà du courage physique évident, est-ce qu'il ne fait pas de la com aussi? Alors, je pense qu'il y a une partie de com, mais c'est un geste politique. De se promener comme ça, tête nue, dans la ville. Mais sans casque. Sans casque, effectivement. Il y a clairement un risque, sachant que la ville, c'est quand même un endroit qui est extrêmement dangereux pour les fantassins, donc pour les troupes au sol. C'est-à-dire que vous êtes... et c'est pour ça qu'on voit les bonhommes autour de lui souvent de dos, en train de regarder vers le haut, parce que vous avez beaucoup de fenêtres qui sont autant de postes d'observation, voire de tir d'un tireur embusqué, d'un tireur isolé. Donc il y a quand même il y a clairement un certain risque qu'il prend. Au-delà de l'action politique et de communication, il y a clairement un risque. Et on apprend à la seconde que le Kremlin réagit en répondant que Kherson appartient à la Russie. À la seconde, là. Je pense qu'ils ont reçu l'image et ça leur plaît pas. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Ils avaient déjà pris un risque politique avant ça, en déclarant Kherson, où les combats n'avaient pas cessé, comme après les fameuses référendums. Les référendums, exactement, merci. Ils avaient déjà déclaré que c'était... Voilà, que la ligne de démarcation russe avait englobé Kherson. Donc Kherson était à eux. C'était même une capitale d'un des oblasts. Exactement. Voilà. Et donc ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis dans cette manœuvre-là, puisque ça les a complètement desservis dans la mesure où il y avait encore des combattants en intérieur. Donc ils auraient aimé possiblement pouvoir traiter ça, une fois que la ligne était... que Kherson était à eux, pouvoir traiter ça comme de l'antiterrorisme, donc sur une gamme civile. Sauf que ce n'était pas du tout le cas, bien sûr, et clairement, l'avenir leur a donné tort. Zelensky vient également de déclarer « Nous avançons, nous sommes prêts pour la paix pour notre pays ». Ce mot est très important parce que la guerre continue, avait dit samedi Dmytro Kuleba, qui est ministre ukrainien des Affaires étrangères. On a reçu la semaine dernière une députée ukrainienne de passage à Paris. J'aimerais vous faire écouter un court extrait de son passage chez nous. Comment vous allez faire pour négocier la paix? On peut commencer les négociations seulement quand les Russes sortent du tout le territoire d'Ukraine. Donc ça veut dire de ça inclut la Crimée ou pas?
Ça inclut la Crimée, bien sûr, la Crimée et le territoire ukrainien. Ça veut dire que les négociations de paix ne sont pas prêtes de commencer. La Crimée, c'est la raison dont la guerre est commencée en 2014. Donc on a besoin vraiment de revenir à la base, c'est-à-dire à reprendre la Crimée et la réintroduire dans l'espace ukrainien. Vous qui avez longtemps été un professionnel de la guerre, à quel moment on range son fusil et on commence à parler autour d'une table? Alors, en amont, je pense que ce qui est important à dire vis-à-vis du fait d'envisager des pourparlers de paix, c'est qu'il faut savoir qu'il y a aussi une diplomatie parallèle dans ces situations-là. Et il y a quelque chose qui intrigue un peu, qui titille, c'est le fait que ici même, il y a des généraux, il y a peut-être une semaine, qui anticipaient une grande bataille à Kherson, qui anticipaient un grand délai avant de pouvoir libérer Kherson. Et là, on voit qu'en 3 jours, poum, Kherson. Et donc, sans combat. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des discussions? Alors, on pourrait, ça pourrait être une hypothèse de se dire, si Kherson est tombé aussi vite, peut-être qu'il y a eu des accords sous-jacents avec les Russes, entre Ukrainiens et Russes, ce qui n'est pas, en termes de diplomatie parallèle, inentendable. Mais des accords où, finalement, forme de réserve qui n'est pas écrite, qui n'est pas dite, mais il y en a qui s'en vont, il y en a qui les laissent partir. C'est ça. Alors, mais ce n'est pas forcément un accord signé. Non, ce n'est pas forcément un accord signé, mais vous cédez Kherson, et derrière, ça vous permet, vous, en tant que Russe, déjà de souffler un petit peu, de libérer un peu de champ, de donner un avantage politique aux Ukrainiens, qui peuvent ensuite dire, voilà, moi j'ai eu un avantage, j'ai gagné la bataille de Kherson, je vais rentrer dans les pourparlers de paix, donc vous sortez la tête haute. Et pour les Russes, quel est l'avantage? Tandis que les Russes, l'intérêt? peut-être qu'ils ont une forme d'essoufflement, une forme de faiblesse tactique, stratégique, je n'en sais rien. Ça peut être autre chose qu'une défaite, ce retrait? Ça peut être l'enjeu d'une négociation. C'est une défaite politique. Oui, militaire. De toute façon, c'est un aveu de faiblesse militaire. Bien sûr. Mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, on verra des pourparlers de paix s'engager entre l'Ukraine et la Russie, ce qui n'était inaudible jusqu'à maintenant. On a vu la députée en parler. Mais bon. Ce qui est intéressant, vous êtes un pro des cartes, vous avez libéré des otages, vous savez analyser les cartes. Et Kherson, c'est également un verrou vers la seule et unique route, voyez, qui amène à la Crimée. Bien sûr. La prochaine bataille potentielle, c'est les Ukrainiens qui disent « Attention, nous, on veut carrément reprendre la Crimée. Ouais. » Parfois avec peut-être des armes françaises et les canons César. Est-ce que pour vous, c'est une bataille qui vous paraît plausible ou pas du tout? Alors, je n'irai pas jusque-là. Je vais vous dire, je n'ai pas assez d'éléments à ma main, mais clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique de Kherson, c'est aussi une problématique de proximité. C'est aussi bête que ça. Parfois, en stratégie, c'est aussi simple que je suis assez proche avec mon bâton pour te toucher, donc tu deviens un adversaire à ma portée. Donc là, c'est un petit peu le cas. Le bâton, c'est les pièces d'artillerie, c'est les lance-roquettes qui peuvent être orientés grâce au renseignement occidental. Et à ce moment-là, effectivement, ils deviennent de vrais prédateurs pour la Crimée, alors que ce n'était pas le cas auparavant, simplement parce qu'ils n'avaient pas d'armes à porter. Il faut qu'ils traversent le Dniepr. Exactement. J'allais le dire, il faut qu'ils traversent le fleuve. Oui, et ils ont détruit beaucoup de ponts. C'est compliqué. Alors ça, c'est une des plus grosses problématiques qu'on peut voir sur un champ de bataille, c'est la problématique des ponts. On l'a vu avec notamment le pont de Crimée qui avait été saboté probablement. Donc ça, c'est aussi une énorme problématique. Il faut savoir que quand vous détruisez un pont sur un champ de bataille, ce n'est jamais une décision au niveau tactique. Ah oui. Au niveau tactique, vous ne pouvez jamais détruire un pont. Ah bon? Vous devez le détruire au niveau stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez appeler des très hautes strates de l'état-major. Ça remonte tout en haut. Parce que c'est Poutine en personne qui a fait péter les ponts. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est qu'en tout cas, dans une armée normale, vous ne pouvez pas le faire péter comme ça. C'est parce que, d'une part, on les voit les ponts là justement. Vous allez obérer un la jour, capacité de l'adversaire. Exactement. Oui. Mais sauf que vous allez, si vous devez poursuivre l'adversaire, par où est-ce que vous allez passer? Et les capacités amphibies, il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement technique. Faire traverser un char dans l'eau. Alors certains chars sont quasiment submersibles. Je dis bien quasiment parce que tout le monde n'a pas ça. Sinon, vous avez des barges, mais il faut de la logistique. Il faut les régiments du génie qu'on connaît, que l'on a en France, mais c'est les premiers à vous dire que c'est compliqué. Imaginez, vous avez un petit peu de courant, vous faites traverser vos bateaux, il faut lutter contre le courant. C'est vraiment très très technique de refaire passer du personnel. Et ce qui est passionnant également, de nombreuses équipes sur place, dont Charlie Nurel, nous disent qu'il y a des tranchées. On va revoir la carte. Au sud de Kherson, il y a 2 villes, Amiansk et Chongar, si je les prononce bien, où il y a des tranchées. Est-ce que ça veut dire que les Russes attendent de pied ferme les Ukrainiens pour défendre la Crimée? C'est comme ça qu'on peut l'interpréter ou pas? Écoutez, ça peut aussi être. Alors ça, c'est là, on les voit. Voilà. Là, on les voit ces tranchées. On peut absolument l'interpréter comme ça, mais on peut aussi interpréter ça comme de la communication.
Parce que les Russes sont les premiers à utiliser Oui, c'est des images l'information par satellites, elles peuvent être vides, c'est tranché. Exactement. Et ils savent très bien que l'Ukraine, est probablement une des zones les plus observées par satellite en ce moment. Et ils pourraient très bien communiquer aussi en faisant ce genre de choses ou en mettant les dents de dragon qu'on a vues dans les plaines contre les chars. Donc, c'est les gros plots, les petits obélisques en béton. Pour faire ça pourrait peur. très bien être un signe pour montrer de la présence alors qu'en fait, il n'y a personne. Ou il n'y a pas de moyen pour le défendre, hormis ces traces au sol. Vous écoutez, vraiment passionnant. On va prendre un tout petit peu de hauteur. J'aimerais vous lire 2 citations sur Kherson de ministres des Affaires étrangères. Attendez, on voit les oui. lance-roquettes multiples, là, on les a vus passer. Fugacement, avant les camions, effectivement. Alors ça, ce sont les images de Jérôme Garraud, qui était du côté des forces russes, donc de l'autre côté du fleuve, image exceptionnelle évidemment, Oui. et il a vu toutes les forces russes Dont les dents de dragon. revenir, voilà. peut-être, Voilà. et les dents de Ça, dragon. c'est les dents de dragon dont vous nous Et parliez. ça, c'est La du régie, côté... voilà. travaille Ils merveilleusement. sont Ah extraordinaires. ben ça, c'est le cas de le dire. Merci Marion Villette et Laura Bacca. J'étais en train de vous dire, avant que vous nous commentiez ces images LCI, on revoit les dents de dragon, que l'actuel ministre des Affaires étrangères disait dans le journal du dimanche, le Parisien, hier, la libération de Kherson, c'est de la joie et des larmes, c'est évidemment une victoire militaire, mais aussi symbolique et même psychologique, disait donc Catherine Colonna dans le Parisien hier. C'est là où j'aimerais vous interroger, quelle est la part du psychologique dans le militaire? Vous écrivez dans votre livre que c'est absolument primordial, et la question annexe, c'est est-ce que les Russes ne sont pas un peu pliés psychologiquement, ne sont pas en train de perdre? Je sais pas, parce que je pense que la communication a un poids énorme dans ces histoires, mais clairement, le psychologique joue énormément ici. Ça recroise la communication qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de psychologique en jeu, et c'est aussi ce qui va jouer sur le moral des troupes, bien sûr, sur l'efficacité des troupes, sur le fait de durer. Quand vous voulez que les gens durent, il faut que psychologiquement ils soient stimulés, relancés, qu'on leur dise voilà, vous êtes dans une phase ascendante de victoire. Sans ça, malheureusement, effectivement, c'est très difficile de garder des hommes opérationnels aussi longtemps. Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a ajouté également hier dans la presse, la chute de Kherson, c'est un échec pour les forces russes. Vous venez de le dire, qui n'ont pas réussi à tenir cette ville, mais un retrait aussi déclaratif cache peut-être un piège. On en parlait déjà un petit peu. C'est un retrait déclaratif. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? C'est militaire? Non, c'est diplomatique à ce stade, je pense. C'est militaire et diplomatique. C'est-à-dire que, clairement, il y a peut-être quelque chose derrière. Alors, il faut savoir que Jean-Yves Le Drian a longtemps travaillé dans le renseignement, et quand vous êtes dans le renseignement, vous êtes au cœur de cette diplomatie secondaire, on va dire, où deux adversaires absolus peuvent négocier, peuvent arriver à la table de négociation sans qu'on puisse l'imaginer. Il a été longtemps ministre de la Défense, ça vous voulez dire, parce qu'il n'a pas été à la À notre connaissance, il n'a pas été espion, ou alors vous avez un scoop à nous donner. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes ministre de la Défense, en fait, vous travaillez avec tous ces gens-là. Je pense que vous êtes familier. Évidemment. Est-ce qu'en opération, dans une des nombreuses opérations que vous avez fait, vous avez déjà été confronté à un faux retrait comme ça d'une ville ou d'un quartier, ou qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Non, mais clairement, tactiquement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que quelqu'un vous laisse le terrain, il est à prendre. Maintenant, il est à prendre avec des pincettes. Vous en parliez au début du reportage. Je pense à Falloujah en Irak, qui a été un absolu carnage lorsque les Américains sont engagés dans la ville, qui normalement devait être libre ou tout du moins faiblement défendu. On entend, à l'instant, le président Zelensky. C'est de nouvelles images qui nous parviennent. On n'a pas encore les sous-titres tellement c'est en direct. Ça va pas tarder. Là, on voit donc, on découvre en direct en même temps que vous, face manifestement à un mur de caméra, ce qui ressemble à un début de conférence de presse. Là, je sais pas si c'est en direct. Ça me semble être c'est pas en direct. Ça n'est pas du direct. Ce n'est pas du direct, mais encore une fois, il prend un énorme risque militairement. Pardon, on vous a coupé, mais c'était important de voir les images. Oui, je pense qu'il prend un risque énorme, mais le titre parle bien aussi. Quand Zelensky dit « nous sommes prêts pour la paix », tout du moins cette phrase qui est affichée « prêt pour la paix », je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais s'il l'a dit, c'est aussi intriguant, je pense, par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que ça laisse penser certaines choses, même si militairement, il n'y a rien à en dire. Comme on disait tout à l'heure, si le terrain est à prendre, il faut le prendre. Maintenant, il faut le prendre avec des pincettes. Là, on voit, il y a peut-être un enjeu politique. On parlait de Falloujah, où clairement, il y a une forme de piège dans la prise de Falloujah, où énormément de Marines américains sont décédés parce que les bâtiments, les cadavres, les villes étaient piégées. Et là, pour le coup, c'était explosif que les gens avaient passé des mois à installer en attendant l'arrivée des Américains. Il paraît que des mercenaires de Wagner montent en puissance et prendraient désormais la responsabilité de fronts entiers. Est-ce que vous les avez déjà vous-même combattus, ces fameux mercenaires? Notamment, je pense à toutes vos opérations en Afrique. Non, alors c'est pas le cas. On les a pas combattus, mais on a toujours gardé un œil dessus.
parce que, notamment au Moyen-Orient, parce que ce sont des unités qui ne sont pas officiellement, bien sûr, déclarées comme étant faisant partie d'une armée conventionnelle au profit de la Russie, mais on sait très bien que, parallèlement, ça sert toujours les intérêts russes d'avoir des hommes non marqués, non identifiés. Mais là, ils sont marqués maintenant, non? Maintenant, ils ont marqué, mais sur le terrain, c'est parfois difficile. Ah oui, d'accord, au sens propre, ils n'ont pas d'écusson. Et même aujourd'hui, quand vous regardez les combats qu'on dit asymétriques, souvent, même les combattants conventionnels sont difficiles à distinguer parce qu'on est en tenue dite basse visibilité, donc, et parfois les camouflages se ressemblent, donc parfois c'est très difficile. Donc ça ajoute à la confusion et ça crée ce brouillard de guerre qu'ils arrivent à exploiter. Et les Tchétchènes, vous les avez croisés ou combattus Alors non, une fois de plus, c'est des unités qui sont quand même peu employées, je pense, par les Russes, et dans des conditions très particulières, comme on l'a vu là. Donc là, on aurait dit plutôt une armée de supplétifs, mais clairement, c'est aussi des unités à redouter, je pense, pour notamment leur combativité et leur esprit de victoire. On rappelle le titre de votre livre, bien sûr. Oui, Chef de guerre. Aux éditions Mareuil. Chef de guerre, vous étiez dans les forces spéciales. Paul le disait tout à l'heure, ça n'est pas votre nom, Louis Saillant. Non, c'est pas mon nom. Non. C'est celui au XVIIIe siècle, d'un Louis homme Saillant. qui était passé par les égouts pour prendre le château de Cracovie. Exactement, vous êtes bien, voilà. bien renseigné. Un autre commando. Merci, à bientôt, bien sûr, sur le plateau de LCI. Merci à vous, Louis Saillant. Dans un instant, les chroniqueurs. Gérard Collomb a mis un énorme pierre dans la chaussure du gouvernement en évoquant un épisode potentiel sur l'immigration à l'heure où le gouvernement se dépêtre avec l'accueil de l'Ocean Viking face à une opposition d'extrême droite remontée comme une pendule. La déclaration de Gérard Collomb, info ou intox? À tout de suite avec Julien Arnaud.